Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APAG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, c'est aussi la possibilité à chaque émission d'écouter ou de podcaster à part la partie pédagogique où un spécialiste vient présenter un document et un personnage que vous pourrez réutiliser dans vos classes. Pierre-Marie Delpuy, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission Bref de classe consacrée à ce chapitre sur les constructions nationales entre 1848 et 1870. Donc vous avez choisi de nous présenter un personnage et plusieurs documents. Alors le personnage c'est Garibaldi, dites-nous tout sur cet important nationaliste italien. Alors le personnage que j'ai choisi de vous présenter c'est Garibaldi, donc personnage qui n'est pas présenté en tant que tel par la présentation du programme qui est fourni aux enseignants. Pourtant, il me paraît être tout à fait incontournable dans ce processus de construction nationale dans lequel on s'interroge sur le rôle de la France et dans lequel on pose aussi la question de la place occupée par le peuple. Garibaldi, tout d'abord, est niçois, il naît à Nice en 1807, il a un itinéraire qui est lié à la fois au royaume de Piémont-Sardaigne, à la fois au comté de Nice, à la fois à la France, puisque en 1870, après avoir aidé la France pendant la guerre franco-prussienne, ce qui montre de quelle manière il fait le lien entre toutes ces expériences politiques dont on a pu parler, Garibaldi, qui ne s'est pourtant pas présenté aux élections législatives, va être élu donc au premier Parlement de la Troisième République dans certains départements, dont les Alpes-Maritimes, département constitué sur la base du comté de Nice en 1871. Garibaldi a aidé la France sous la forme d'un bataillon volontaire en 1870 dans la guerre franco-prussienne. Garibaldi donc est directement lié à ce territoire qui fait véritablement partie des points de passage et d'ouverture qui sont valorisés par le programme de première. Garibaldi, d'autre part, est un combattant, c'est un volontaire qui a été au départ ce qu'on appelle le héros des deux mondes. Il est parti combattre en Amérique. Il a eu un parcours assez complexe puisqu'il a été un mercenaire, il a combattu en Amérique du Sud, il a eu un parcours très complexe, il a été sollicité pendant la guerre de sécession au début des années 1860 pour pouvoir combattre donc aux côtés des nordistes. Finalement, il a décliné la proposition parce qu'il était préoccupé par des missions beaucoup plus internes à l'espace européen. Et Garibaldi, donc, soutient la place de la France dans la guerre franco-prussienne en dirigeant un certain nombre de bataillons 1870-1871. Garibaldi est d'autre part une célébrité politique européenne, peut-être l'une des premières véritables célébrités politiques, l'un des premiers véritables héros politiques de dimension internationale. Je prendrai une phrase de Michelet publié en 1871 dans un livre qui s'appelle La France devant l'Europe. Michelet dit en parlant de Garibaldi: je vois un héros en Europe. Un, je n'en connais pas deux. Toute sa vie est une légende. Ce qui fait finalement cette célébrité de Garibaldi, c'est la dimension de l'héroïsme, c'est toute la légende, tout le légendaire militaire qui est associé à ce personnage-là et qui incarne finalement le combat des peuples, le combat des acteurs ordinaires, comme on les appelle, des sujets ordinaires, des citoyens ordinaires, dans la construction de l'Italie. Il y a eu cette expédition d'Émile en 1860 par laquelle il a commandé, une véritable expédition militaire qui a permis d'inclure au royaume d'Italie en formation le royaume des deux Siciles et qui a suscité l'appui, qui a suscité le soutien d'un certain nombre de Français, comme c'était le cas d'Alexandre Dumas fils, qui est à l'origine de la propagation
de ce mythe garibaldien en France. Enfin, on trouve dans la gauche française un certain nombre de garibaldiens qui se réclament directement de Garibaldi, un certain nombre de partisans qui reprennent le mythe, l'image de cet acteur pour le réinvestir dans la vie politique donc française, où il devient une garantie finalement du combat pour la démocratie. Alors justement, Pierre-Marie, vous nous proposez sur cette partie, on va dire, pédagogique de Bref de classe, 2 documents qui sont liés, on va dire, à 2 moments du parcours de Garibaldi. Alors, le premier document que je vous propose apparu dans un journal piémontais qui s'appelle Il Lampione en 1861. On est au moment où le royaume d'Italie vient d'être fait et on a ici une caricature donc, qui présente les principaux acteurs de la construction nationale italienne tels qu'ils apparaissent dans la presse internationale, tels qu'ils sont présentés, tels qu'ils sont donnés à voir finalement au lectorat international. On voit l'image d'une construction nationale qui se fait plutôt par la guerre. On voit comment est-ce que on a cet officier italien qui s'appelle Cialdini, qui est un général de l'armée piémontaise, qui prend en charge donc le combat contre les brigands du Sud. On en remarque un qui est pendu à la première branche de l'arbre. On remarque comment est-ce que Cialdini a réussi à soumettre une partie des paysans du sud de l'Italie, et finalement, au premier plan de cette image, on remarque une allégorie de l'Italie, qui est une allégorie féminine, qui reprend plus ou moins la figure de Marianne, et qu'on retrouve de manière extrêmement courante, extrêmement fréquente, dans la symbolique visuelle de l'Italie, qui se développe de plus en plus à ce moment-là. Alors, ce qui est intéressant dans la composition de cette image, c'est de voir quelle place elle donne à la France. Finalement, on a d'un côté la figure de Napoléon III, qui est en plein milieu de l'image et qui correspond au tronc de l'arbre. Napoléon III est présenté comme étant celui qui est arrivé à soumettre l'ensemble des opposants de l'Italie. On retrouve sur son bras droit la papauté, on retrouve sur son bras gauche les brigands du sud de l'Italie. C'est une manière de montrer comment est-ce qu'il y a une propagande excessive qui va montrer la reconnaissance donc, du pouvoir piémontais envers la France de Napoléon III, précisément parce qu'elle aurait permis, et le discours officiel de l'Italie unie le reprend très largement à ce moment-là, comment est-ce que l'Italie unie présenterait sa reconnaissance envers la France qui aurait permis donc qu'elle devienne véritablement un État-nation. Alors, si j'ai choisi ce document-là, c'est parce qu'il est présent dans les manuels du secondaire et il montre comment est-ce qu'il y a en Italie à la fois une double attitude de reconnaissance de la part du pouvoir, mais en même temps, du côté de la société civile, des réactions qui vont juger que cette gratitude est excessive et qu'elle tend à occulter le fait que l'Italie se serait faite par elle-même en mobilisant finalement très fortement ses citoyens, ses habitants, beaucoup plus qu'elle n'est redevable finalement aux monarchies étrangères. Alors la deuxième image que vous avez choisi de nous présenter est sur Garibaldi, mais elle est beaucoup moins connue, peut-être moins diffusée dans les manuels du secondaire. Alors cette image qui est moins connue, elle correspond à un type de document qui est tout à fait typique en fait du 19e siècle français. C'est une image d'Épinal, c'est une image colorée, une image qui représente une situation stéréotypée, une situation qui correspond à la geste théorique héroïque de Garibaldi, à la tête d'un corps de volontaires, comme il y en a eu un certain nombre. Il y a eu des volontaires espagnols, il y a eu des volontaires italiens, il y a eu un certain nombre de combattants internationaux qui se sont engagés du côté de la France pendant la guerre de 1870-1871, et on voit ici finalement un certain nombre de ce qu'on appelle les chemises rouges, c'est-à-dire les partisans de Garibaldi qui vont mener le combat pour la France contre la Prusse pendant la guerre franco-prussienne de 1871. On est au lendemain, au moment où cette lithographie paraît dans un atelier vosgien, donc on est juste à la frontière en fait avec l'Alsace qui a été annexée par le nouvel empire allemand. On est à la frontière avec la Nouvelle-Allemagne et dans ce contexte-là, il s'agit de glorifier, il s'agit de valoriser un personnage devenu extrêmement célèbre, un personnage devenu un véritable mythe politique partout en Europe. Il l'est en France, il est encore plus en Grande-Bretagne où il y a un véritable culte populaire qui consiste à s'habiller à la Garibaldi, qui consiste
à manger italien en appelant ça des sauces Garibaldi, des plats à la Garibaldi. On n'a pas cette dimension-là en France, mais en tout cas, on a ce véritable mythe politique qui fait que justement, le nom de Garibaldi va se retrouver dans les noms de rues, dans les noms de places, dans la toponymie donc, de la France, de la Troisième République. Bien, Pierre-Marie, on vous remercie. On rappelle que les documents que vous avez fournis, ainsi que la bibliographie très complète que vous avez donnée sur ce chapitre-là, se retrouvent sur le site apag.fr. Et donc, vous pouvez aller dessus, cliquer et télécharger et utiliser dans vos classes ce que Pierre-Marie nous a présenté aujourd'hui. Pierre-Marie Delpuy, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de l'APAG www.apag.fr.